Furieux, je me rendis au repère de Kong Seok-ho, persuadé que ce vieux traître était derrière l'assassinat. Mais il n'y était pas, alors je défoulai ma rage sur ses sbires. Après mon nettoyage, Kong Seok-ho était à la fois furieux et livide face à mes talents. Son homme de main lui fit savoir que tout ce chaos était l'aile, œuvre de Koo Jeong-man. Quels que soient les plans de Koo Jeong-man, Kong Seok-ho ne céderait pas. Ensuite, Eun-ju et moi sommes retournés chez Oh Gyong-suk pour enquêter. Là, nous avons trouvé une liste d'adresses de destinataires d'armes. Nous avons rapidement réalisé que toutes les adresses provenaient du site web mystérieux mentionné par Moonbike. Les trafiquants d'armes avaient installé des virus et des dispositifs de suivi sur ce site. Et puis, une conclusion glaçante m'est venue à l'esprit. Les contrebandiers n'envoyaient pas seulement des armes à des personnes aléatoires. Ils ciblaient spécifiquement les personnes les plus désespérées de la société, les dépressifs comme Oh Gyan-suk, les parias comme Lee Suk et les victimes de l'injustice. Il est clair que quelqu'un veut profiter de ces gens pour créer le chaos, transformant la Corée en une poudrière prête à exploser. Le lendemain soir, j'ai toujours vu Moonbike à l'hôpital. Le voyant rester pour veiller sur Oh Gyong-suk, la curiosité m'a piqué, et je lui ai demandé pourquoi il m'aidait. Moonbike m'a raconté une histoire déchirante, disant qu'il voulait faire une bonne action avant de fermer les yeux pour toujours. Il a dit qu'il comprenait la souffrance mieux que quiconque, car sa vie avait été un enfer sur Terre depuis sa plus tendre enfance. Il a été abandonné par sa mère, puis est tombé entre les mains d'un gang de trafic d'organes. À 5 ans, ils lui ont arraché son œil gauche pour le vendre, son œil actuel n'est qu'une greffe. À 10 ans, ils m'ont vendu à des trafiquants d'êtres humains aux États-Unis, où d'autres parties de mon corps ont continué d'être prélevées. Mais ensuite, le FBI a fait une descente, et j'ai été secouru. Un sentiment de compassion m'a envahi. Il est amer de penser que certaines personnes ont une vie encore plus misérable que la mienne. Au même moment, à l'œil, école, Jin essayait de garder son calme. Il démangeait de tuer Song-jun pour toutes les brimades subies, mais n'ayant pas fait son service militaire, il ne savait pas manier un fusil. Il endurait, attendant son heure. Mais Song-jun ne le lâcha pas. Ce voyou s'empara d'une lame de rasoir et entailla le dos de Gyujin, moment qui déclencha sa fureur incontrôlable. Cette même nuit, Koo Jeong-man, masqué, s'infiltra dans l'hôpital. Il était venu se venger de moi, qui avait donné une leçon à des dizaines de ses hommes. Il me trouva dans l'ascenseur et s'apprêtait à agir. Mais Moonbike intervint, l'arrêtant à temps. La confrontation fut tendue, mais le mafieux n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Une fois le calme revenu, Moonbike et moi nous séparâmes. Mais à peine Moonbike eut-il tourné les talons qu'un groupe d'étrangers s'approcha, et une terrible vérité fut révélée. L'homme qui m'avait accompagné pendant si longtemps était le cerveau derrière tout ce chaos. Était Moonbike, qui avait fourni des armes aux plus désespérés de la société. Et ce N n'était pas que quelques armes. Son organisation avait envoyé tout un camion de fusils au gang de Kim Yoon-soo. Mais le coup, État, avait ruiné ses plans. Et moi je prouvais être une épine extrêmement grande dans ses yeux. Alors qu'il se creusait la tête pour trouver le prochain plan, un subordonné indiscret et volubile ne cessait de bavarder. Moonbike, le regard glacial et vide, s'approcha et abattit le gars sans hésitation. Le film remonte 20 ans en arrière, à l'aile, époque où Moonbike était un enfant en Amérique. Le trafic d'armes faisait rage, et lui, un gamin élevé par la mafia, N, était pas étranger aux armes. Après avoir retrouvé et exterminé le gang qui lui avait prélevé ses organes, il fut approché par un trafiquant d'armes nommé Jake. Jake fut tellement impressionné par un gamin capable de neutraliser tout un gang qu'il l'adopta. En guise de cadeau, il offrit à Moonbike un œil de verre pour remplacer celui qui avait été volé. Était un œil artificiel avec une pupille d'un bleu profond. Ce bleu profond devint plus tard son surnom, Blue Brown, Mikasa. Jake l'entraîna ensuite à devenir un assassin et un trafiquant d'armes impitoyable. Plusieurs années plus tard, une fois adulte, Moonbike demande à Jake la permission de tirer un coup de feu gratuit. L'objectif qu'il se fixe est de créer le chaos et de légaliser la possession d'armes, afin que Jake puisse vendre légalement des armes. Mais la véritable motivation de Moonbike est de se venger du pays qu'il a abandonné. Revenant au présent, Kong Seok-ho convoque Koo Jeong-man à son quartier général. Le vieil homme, ayant vu clair dans sa trahison, lui assène une claque retentissante. Mais Koo Jeong-man jure qu'il est toujours loyal. Kong Seok-ho fait semblant de le croire, mais dès que Koo Jeong-man a disparu, il commence à planifier de l'aile, éliminer définitivement. Le lendemain à elle, école, les brimades continuent. Song-jun tourmente toujours Gyujin pendant le déjeuner, mais Gyujin n'a plus peur. Il attend juste, attendant le moment idéal pour envoyer son harceleur au diable. Pendant ce temps, les hommes de Moonbike lui proposent de le tuer pour en finir. Mais Moonbike, le marionnettiste ultime, veut que je vive. Il s'amuse toujours à jouer au chat et à la souris avec moi. Peu de temps après, Moonbike se rend dans un lieu public où Gyujin et Yongdong mangent. Il avait prévu de coincer Gyujin, le forçant ainsi à utiliser le fusil qui lui avait été envoyé. Yongdong, rongé par la culpabilité, s'excusa auprès de Gyujin pour l'avoir frappé, expliquant que Song-jun l'y avait forcé. Pendant qu'il parlait, les hommes de Moonbike, sur ses ordres, mirent le feu à une bagarre entre des gangs rivaux à proximité. Gyujin et tout le monde furent choqués de voir les voyous s'affronter violemment. Alors que le chaos atteignait son paroxysme, Moonbike sortit une arme à feu et abattit les voyous. Gyujin était complètement stupéfait. Il croyait désormais fermement que les armes étaient le seul moyen d'aider les autres. Et tuer Song-jun sauverait tout le monde de cet enfer sur Terre. Avec cette pensée, il supplia Moonbike de lui apprendre à tirer. Moonbike, ayant obtenu exactement ce qu'il voulait, accepta volontiers,
allant même jusqu'à étendre la leçon à Yongdong, qui est également une victime. Peu de temps après, Moonbaek appela Kong Seok-ho et lui révéla l'emplacement des armes cachées par Kim Yoon-soo. Kong Seok-ho fut stupéfait par la nouvelle. Moonbaek lui dit d'agir avant Ko Jeong-man, distribuant lui-même les armes avant que Ko Jeong-man n'ait pu agir. En attendant que Kong Seok-ho agisse, Moonbaek et ses complices retournent à leur besogne. Il utilise des livreurs âgés et ignorants pour livrer des cargaisons d'armes nouvellement arrivées, s'assurant que les livreurs ne savent pas ce qu'ils transportent. Pendant ce temps, Gyujin a finalement atteint sa limite. Il a emballé son nouveau fusil et un sac à dos rempli de munitions, a serré sa mère une dernière fois avant de se rendre à l'aile, école. Il savait qu'aujourd'hui était le jour où il mettrait fin à tout. Pendant que Gyujin était en route, Moonbaek me rencontre. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore son vrai visage. Moonbaek me donne un morceau de papier avec une liste des destinataires des armes, y compris le nom et l'adresse de Gyujin. Sachant qu'il ne me restait plus beaucoup de temps, j'ai immédiatement appelé à l'aide. J'ai également appelé l'école, avertissant le directeur qu'un élève transportait une arme dans l'enceinte de l'aile, école. Comme un dernier coup de génie sinistre, les hommes de Moonbaek ont verrouillé toutes les portes et caché les clés, enfermant tout le monde dans une école qui était sur le point de devenir un champ de bataille. Au moment où Gyujin était sur le point de perdre le contrôle, un enseignant l'a appelé dans son bureau. Et comme une farce du destin, les hommes de Song-jun se sont emparés du sac de Gyujin et ont trouvé l'arme. Bien sûr, Gyujin a paniqué, il redevenait une victime, impuissant face au harcèlement. Puis, un coup de feu retentit de la classe voisine, et Song-jun et sa bande furent figés d'horreur. Ce N n'était pas Gyujin. C était son ami, Yongdong. Il avait lui aussi reçu un colis d'armes et était devenu un tireur haineux, prêt à tuer tout le monde dans l'L, école. Alors que l'Etek, école se transformait en un bain de sang chaotique, Yongdong tendit un pistolet à Gyujin, déclarant qu'il était temps de rendre justice. Il a soutenu que puisque personne, y compris les enseignants, ne les avait jamais aidés, il n'y avait aucune raison de les épargner. Mais Gyujin hésita. Yongdong n'attendit pas sa décision, continuant son carnage, tandis que les élèves et les enseignants fuyaient pour sauver leur vie. Alors que le chaos atteignait son paroxysme, Moonbaek et moi arrivâmes pour évacuer les élèves, des dizaines d'entre eux étant toujours piégés dans la bibliothèque. Nous avons rapidement érigé des barricades, et nous sommes cachés dans la bibliothèque, où les élèves grelottaient de peur. La peur dans les yeux de Song-jun était évidente. Il n'aurait jamais imaginé que les enfants qu'il harcelait puissent être aussi cruels. Pendant ce temps, Yongdong avait trouvé la bibliothèque. Il proposa de laisser partir les élèves s'ils livraient Song-jun et sa bande. Song-jun, paniqué, menaça les autres élèves de se taire, tandis que l'enseignant tentait de raisonner Yongdong. Mais Yongdong ne fit que crier qu'il était trop tard. Il avait supplié l'enseignant d'appeler à l'aide à plusieurs reprises, mais personne ne s'en souciait. Sur ce, il tira sur le professeur. Sans autre choix, les autres élèves s'enfuirent, laissant Song-jun faire face à son destin. Au moment où Yongdong s'apprêtait à le tuer, j'intervins, le suppliant d'arrêter. Mais alors Gyujin arriva, un pistolet à la main, pointé directement sur Song-jun. Ce fut le dernier coup de pouce de Moonbaek, qui lui avait dit que était la seule façon d'obtenir justice. La main de Gyujin tremblait. Il voulait désespérément appuyer sur la gâchette, mais craignait de décevoir sa mère. Je vis ce conflit intérieur et le supplia de poser son arme, lui disant que la vengeance ne mènerait qu'à plus de douleur. Des larmes coulèrent sur les joues de Gyujin, et il baissa lentement son arme. Finalement, il ne put le faire. Gyujin et Yongdong furent arrêtés, mais alors qu'ils étaient emmenés, Gyujin réalisa une dure vérité. Toi et Yongdong, les victimes, sont traités comme des criminels, tandis que Song-jun, le harceleur, est considéré comme la victime. Ta mère, observant de loin, ne pouvait que pleurer le sort brisé de son fils. Après tout, j'ai finalement réalisé qui était le véritable démon. Jang Jeong, Ulo et moi avons rassemblé les indices, et ils menaient tous à Moonbaek. Mais alors que la police se préparait à agir, Moonbaek avait disparu. Je suis arrivé à l'appartement luxueux de Moonbaek pour le trouver vide, avec un paquet à mon nom posé au milieu de la pièce. À l'intérieur se trouvait un fusil, le dernier cadeau de Moonbaek, et un signal glaçant que notre guerre ne faisait que commencer. Les conséquences de la fusillade à elle, école ont été un chaos. Avec des dizaines de milliers d'armes illégales dans les rues, la Corée du Sud était plus un pays sûr. La police et le public vivaient dans la peur, sur le qui-vive. Même le monde souterrain était secoué. Les parrains de la mafia ont convoqué une réunion d'urgence. Mais seul Kong Seok-ho connaissait la véritable origine des armes, et il la gardait pour lui. Il avait un nouveau plan. Il me remettra son arme et rejettera toute la responsabilité sur Ko Jeong-man. Il sait que le gouvernement cherche un bouc émissaire et il compte leur en fournir un. Il a organisé une rencontre avec moi et a fait exactement cela, insistant sur le fait que tout était de la faute de Kim Yoon-soo et de Ko Jeong-man. Pendant ce temps, au quartier général de la police, le chef de la police a reçu l'ordre direct du président de former une force d'intervention conjointe, rassemblant le renseignement, l'armée et la police. S'ils échouaient, le président était prêt à décréter la loi martiale, une mesure qui pourrait transformer la Corée du Sud en une version de son voisin dictatorial du Nord. Parallèlement, le capitaine Ju paniquait de plus en plus, car il n'avait pas pu joindre sa fille depuis plusieurs jours. Ce qu'il ignorait, c'est que sa fille avait été escroquée par une bande d'escrocs immobiliers qui avait profité du chaos de la violence armée comme couverture. Elle avait perdu toutes ses économies ainsi que sa pension, que son père lui avait donnée pour qu'elle puisse acheter une maison et prendre son indépendance. Maintenant, cet argent avait disparu, la laissant dévastée et rongée par la culpabilité. Ailleurs dans la ville, Ko Jeong-man et Kim Yoon-soo avaient discrètement rassemblé des armes auprès d'autres contacts.
Mais ils attendaient leur heure, le moment idéal pour agir contre Kong Seok-ho. Le jeu du chat et de la souris est à son paroxysme lorsque Kong Seok-ho approche Koo Jeong-man, lui proposant une trêve et une opportunité de collaboration. Bien sûr, c'est un mensonge. Kong Seok-ho travaille avec moi, et il veut que Koo Jeong-man prenne le doigt de Kim Yoon-soo pour déverrouiller son téléphone, qui contient toutes les informations sur le trafic d'armes. Mais Koo Jeong-man n'est pas du genre à se laisser faire. Il sait que Kong Seok-ho est un renard retors, alors lui et Kim Yoon-soo ont élaboré un plan pour le doubler. Le lendemain, Koo Jeong-man et ses hommes se rendent dans un endroit isolé et simulent une exhumation. Ils savent que les hommes de Kong Seok-ho et la police les surveillent. Après la mise en scène, ils se rendent dans un sauna, un lieu familier du gang de Kong Seok-ho. On leur ordonne de partir et d'apporter le doigt de Kim Yoon-soo le plus rapidement possible. De retour au quartier général, Kong Seok-ho attend avec une arme prête à tuer Koo Jeong-man et à le livrer à la police. Mais il est choqué par la tournure des événements, car ce n'est pas Koo Jeong-man qui apparaît. C'est Kim Yoon-soo, qu'il pensait avoir enterré à jamais. Kong Seok-ho est pris au piège, mais il n'a pas beaucoup de temps pour digérer la nouvelle, car une fusillade éclate immédiatement. Pendant ce temps, Koo Jeong-man et ses hommes sont au sauna, où ils ont éliminé un par un les membres du gang de Kong Seok-ho. Ensuite, ils ont pillé l'argent et les objets de valeur du repère, et en un instant, Koo Jeong-man est devenu le chef du plus grand gang de Corée du Sud. Il a partagé l'argent avec ses hommes, une récompense pour leur loyauté et leur diligence. Mais son règne ne durera pas, car l'unité spéciale de la police est en route pour perquisitionner le repère. Lorsque Yoon-joo et Saleh, l'équipe du SWAT, ont finalement défoncé la porte, Kong Seok-ho et Kim Yoon-soo étaient tous deux morts. Mais Koo Jeong-man est le vainqueur, et maintenant il est le roi. La police le traque, et la confrontation finale est sur le point de commencer. Quand la fusillade a éclaté, j'ai saisi un fusil de précision, et je suis parti à la chasse à Koo Jeong-man. Koo Jeong-man a réussi à s'échapper en voiture, mais je ne laisserai pas s'en tirer. Je suis monté sur le toit d'un bâtiment voisin et, d'un tir professionnel à longue distance, j'ai crevé son pneu. Koo Jeong-man a été arrêté, et j'ai mis fin à la guerre des gangs. Mais avec l'arrestation de Koo Jeong-man, le plan de Moon Baek a été mis en désordre. Il comptait sur la guerre des gangs pour détourner l'attention de la police et de moi. Son patron, Jake, fait pression. Si la mission échoue, son entreprise pourrait être dénoncée par la CIA et le FBI. Il doit trouver un nouveau moyen de faire passer des armes dans le monde. Au milieu de tout ce chaos, le capitaine Ju reçoit la pire nouvelle de sa vie. Sa fille est morte. Elle s'est suicidée, incapable de supporter la honte d'avoir été escroquée de toutes ses économies. Le capitaine Ju lui avait donné toute sa pension pour qu'elle puisse acheter une maison et recommencer. Et maintenant, tout est perdu. En voyant le corps sans vie de sa fille, le capitaine Ju s'est effondré et a pleuré. Moi, entraîné dans cette affaire, ignorant la douleur immense que mon mentor traversait. Cette nuit-là, je suis allé voir mon ancien supérieur militaire, implorant des armes et des informations pour traquer Moon Baek. Mes collègues agents de renseignement et moi sommes maintenant pleinement conscients des antécédents criminels et de l'organisation étendue de Moon Baek. Mais il a toujours une longueur d'avance. Il a engagé le même journaliste qui a filmé ma fusillade et lui a proposé une somme d'argent colossale pour filmer toutes les nouvelles fusillades. Ensuite, il a piraté toutes les connexions internet du pays et a diffusé un message glaçant. La Corée du Sud lui appartient maintenant. Il a terminé la diffusion par un dernier message, me défiant, disant qu'une arme avait été envoyée au capitaine Ju. J'ai immédiatement paniqué, mobilisé des officiers pour chercher Moon Baek, pendant que je me précipitais chez le capitaine Ju. Mais il était trop tard. Le capitaine Ju avait trouvé les escrocs qui avaient ruiné la vie de sa fille. Il a été moqué par eux, qui le considéraient comme un policier solitaire sans soutien. Mais leur suffisance a rapidement disparu lorsque le capitaine Ju a sorti son arme et a abattu un d'entre eux. À cet instant, face à la mort, leur autosatisfaction s'est transformée en une terreur ultime. De loin, le journaliste de Moon Baek avait filmé l'intégralité de l'L, événement, diffusant en direct cet acte de violence à tout le pays. Au moment où le capitaine Ju s'apprêtait à abattre le dernier escroc, je me suis précipité, suppliant mon mentor de s'arrêter. La voix étranglée par elle, émotion. J'ai rappelé au capitaine Ju qu'il avait perdu une fille, mais qu'il avait aussi perdu un fils, ce fils adoptif. Je lui ai rappelé ses propres paroles il y a de nombreuses années, lorsqu'il avait dit à un jeune Lido de ne pas chercher à se venger. L'homme qui m'a donné cette leçon s'apprête maintenant à briser ses propres règles. Le capitaine Ju, incapable d'ignorer mes paroles, éclata en sanglots. Il ne savait pas comment obtenir justice pour sa fille, et cela le déchira. Moon Baek, furieux que j'ai persuadé le capitaine Ju de ne pas appuyer sur la détente, se montra enfin. Un fusil de sniper à la main, il fit feu, déversant une pluie de balles sur le capitaine Ju et moi. La tentative d'assassinat fut brutale. Je fus touché plusieurs fois, et le capitaine Ju, en protégeant son fils adoptif, reçut une balle mortelle. Voyant la figure paternelle s'effondrer, une fureur me monta aux yeux, et je tentais de me relever pour me battre. Mais J était trop gravement blessé, et je fus abattu à nouveau, me laissant paralysé et impuissant à regarder le capitaine Ju rendre son dernier souffle. Moon Baek, l'architecte de cette tragédie, me laissa là, saignant, voulant que je voie le monde qu'il créait. Un monde où tous ceux équipés d'armes à feu pouvaient rendre justice à leur manière. Il envoya ensuite un message glaçant, promettant d'envoyer encore plus d'armes, cette fois même pour les enfants. Depuis ce jour, les armes à feu sont devenues une partie normale de la vie en Corée du Sud. Les gens se promenaient avec des armes, et les youtubeurs ont commencé à faire des vidéos de déballage d'armes. Le pays a sombré dans le chaos, avec des fusillades se produisant presque quotidiennement.
Le gouvernement, désespéré, était prêt à déclarer la loi martiale, mais même le public était divisé, un groupe exigeant l'interdiction des armes à feu et un autre demandant leur légalisation complète. Au milieu de tout cela, Moon Baek a joué son prochain coup de maître. Il s'est rendu à une réunion secrète de chefs de gang et en a abattu un, une démonstration de pouvoir glaçante. Il a ensuite jeté un seul pistolet sur la table et a dit qu'il n'avait besoin que d'un d'entre eux pour diriger. Les autres seraient tués. Les chefs de gang terrifiés se sont disputés l'arme, et lorsqu'un nouveau chef est apparu, Moon Baek a ordonné à ses hommes d'achever les autres. Une semaine plus tard, je me suis enfin réveillé de mon coma. Comme Moon Baek l'avait promis, le monde était complètement différent. Avec mon père adoptif et ma sœur adoptive tous deux disparus, il ne me restait rien d'autre qu'un désir ardent de vengeance. Après avoir organisé leurs funérailles, j'ai reçu un appel de mes contacts au renseignement. Ils avaient découvert que des milliers de personnes manifestaient devant le Capitole. Je savais que Sin était une bombe à retardement. Avec les partisans et les opposants aux armes à feu, réunis au même endroit, un bain de sang était inévitable. Je me suis précipité sur les lieux, et j'ai rapidement été contacté par Moon Baek. Nous nous sommes rencontrés dans un bâtiment voisin, Moon Baek entouré par des dizaines de mercenaires, tandis que moi, toujours convalescent de mes blessures, m'appuyais sur une béquille. Moon Baek, toujours doué pour la manipulation, m'a proposé de collaborer. Il a souligné notre passé commun, tous deux abandonnés dans l'enfance, tous deux marqués par la tragédie. Moon Baek n'est pas totalement mauvais. Il veut juste donner le pouvoir aux faibles et leur donner les moyens de chercher justice par eux-mêmes. Il croit qu'avec un pistolet, le choix d'appuyer sur la gâchette est personnel. Mais pour moi, il n'y a pas de zone grise. Moon Baek n'est pas un héros. C'est juste un homme aveuglé par son propre besoin de vengeance. Convaincu de ne pas pouvoir me faire changer d'avis, Moon Baek a immédiatement mis à exécution son plan final. Il a conduit un camion rempli de fusils jusqu'à la manifestation, a ouvert les portes et a laissé les manifestants se jeter dessus comme des papillons de nuit vers une flamme. Moi, voyant le chaos, je me suis précipité pour arrêter le camion. Mais les mercenaires de Moon Baek attendaient déjà. Même avec mes blessures, j'ai réussi à tous les neutraliser. Mais il était trop tard. Les manifestants, maintenant armés et paniqués par la police et l'armée, ont commencé une fusillade chaotique. Était une réalité brutale. Une arme n'est pas un symbole d'espoir, comme l'avait proclamé Moon Baek, mais un symbole de peur. Alors que le chaos atteignait son paroxysme, Moon Baek est apparu avec une grenade fumigène, permettant aux manifestants de tirer à l'aveugle. C'est à ce moment-là que Moon Baek lui-même a été touché par une balle perdue, mais il n'a pas bougé. Il avait atteint son ambition de semer la terreur dans un pays qui l'avait rejeté, une détermination finale dont il avait rêvé. Au milieu du massacre, j'ai vu un jeune garçon pleurer, ses parents abattus. Je me suis précipité vers lui et l'ai serré dans mes bras, le protégeant des balles qui volaient partout. Cet acte héroïque a été filmé par l'un des journalistes, et lorsque les images ont été diffusées en direct, l'opinion publique a commencé à changer. Les armes ne les rendaient pas plus en sécurité. Elles les déchiraient. Après que la fusillade se soit calmée, le gouvernement a organisé une cérémonie commémorative pour les victimes et a ordonné à tout le monde de rendre leurs armes. Pendant ce temps, le journaliste qui m'avait filmé plus tôt a été promu pour ses vidéos virales, mais son nouveau poste de manager n'a pas duré longtemps. Dès le premier jour, une femme dont la vie a été ruinée par un article qu'il a écrit, lui a tiré dessus. Il semble que le karma soit réel. Quant à Moon Baek, il était dans le coma à l'hôpital, mais je l'ai sauvé. Je voulais aller au fond de l'organisation trouble pour laquelle Moon Baek travaillait, mais un assassin a été envoyé par le patron de Moon Baek, Jake, pour l'achever. Cette scène n'a pas été diffusée, donc son sort reste un mystère. Finalement, Oh Byung-suk, qui avait été touché par balle et était dans le coma, s'est réveillé. Et moi, ayant enfin une famille, j'ai adopté le garçon que j'avais sauvé, trouvant une lueur d'espoir dans un monde dévasté par la violence. C'est la fin de mon histoire, assurez-vous de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à bientôt.